nous essayerons dans cette communication, faisant référence aux approches psychologiques et sociologiques de la communication, à la systémique, à l'analyse transactionnelle, d'aborder comment peut-on s'adapter à son environnement social et professionnel, et puis comment peut-on se comporter efficacement avec les autres en intégrant leurs états du moi, en intégrant leurs caractéristiques socioculturelles, leur cadre de référence, dans un climat bienveillant et interactif, favorisant la motivation et la réussite personnelle et professionnelle. Selon Eric Berne, c'est un psychanalyste américain, un psychiatre américain, qui distingue entre trois états du moi qui constituent, si vous voulez, la structure du psychisme humain: le parent, l'adulte et l'enfant. Et ce sont des états du moi qui coexistent en nous et qui agissent dans la cohérence. Ce n'est pas dans une relation conflictuelle. Ils se manifestent selon le besoin de communication, selon les exigences de la situation de communication dans laquelle on se trouve. Qu'est-ce que j'allais dire un parent, la notion de parent, c'est-à-dire ce sont les règles, les valeurs. Il peut être soit un parent, on peut comprendre facilement, est-ce qu'il s'agit d'un parent nourricier ou est-ce qu'il s'agit d'un parent normatif et critique? Le parent normatif et critique, généralement, communique du haut vers le bas. Il adopte une posture fermée et communique dans le cadre d'une communication descendante et marque une certaine distance vis-à-vis de son interlocuteur. Contrairement aux parents nourriciers, au contraire, lui, il prend en charge, il aide, il s'occupe, il communique au niveau horizontal, il marque l'égalité vis-à-vis de son interlocuteur. L'adulte, c'est un ordinateur par excellence. C'est, si vous voulez, c'est la signification de la neutralité, de l'objectivité. Il y a différentes catégories également de l'enfant. Un enfant adapté soumis, un enfant adapté rebelle, et puis un enfant petit professeur. Et donc, lorsqu'on réagit vis-à-vis des autres, on peut identifier, à partir de la dynamique comportementale, est-ce qu'on est parent, est-ce qu'on est adulte, est-ce qu'on est enfant, ou bien est-ce qu'on varie notre état du moi en fonction de notre objectif et des positions de vie. Je suis à l'aise, tu es à l'aise. Ça, c'est la position, normalement, de coopération, de partenariat. Mais quand tu n'es pas à l'aise et moi je suis à l'aise, là, c'est un problème. Ou bien lorsque je ne suis pas à l'aise et toi, tu es à l'aise, là aussi, c'est un problème. Mais, et pire encore, lorsque tu n'es pas à l'aise et moi je suis à l'aise, là c'est une posture, si vous voulez, c'est une situation de démission, voilà, où en l'absence d'une communication, où chacun va adopter une posture de fuite pour fuir la situation. Et nous devons normalement le comprendre à partir de nos comportements et à partir de nos émotions. Faisons référence également à la fenêtre de Johari. Il y a 4 fenêtres. Donc là, mon salaire, ma maladie, mon secret, etc. Connu de soi, connu des autres, c'est-à-dire ce que je connais sur moi, vous le connaissez. Et inconnu de soi et connu des autres. Ce que les autres savent sur toi, mais toi, tu n'es pas au courant. Et la zone aveugle, la zone inconnue, voilà, ce que les autres ne connaissent pas et ce qu'on ignore également. Et donc là, c'est un terrain ouvert aux spécialistes. Là, nous sommes effectivement face aux représentations sensorielles. On peut identifier à partir des comportements, est-ce qu'on est auditif, est-ce qu'on est visuel, est-ce qu'on est olfactif ou on est kinesthésique. Je vous donne un exemple. Tout simplement, si je suis un vendeur de voitures dans un magasin, avant d'aller faire une démonstration à l'acheteur ou visiteur, je peux, à partir d'un questionnaire, identifier ces représentations sensorielles et ce qu'il est visuel. Et lors de la démonstration, je veux me baser surtout sur le côté, par exemple, visuel ou le côté auditif. Et lequel auditif, par exemple,
نمشي نشوف الكلاكسون، نمشي نشوف الصوت ديال الموتور، نقول ليه راه الموتور نحله، راه الكلاكسون يدو، راه الدبروي، راه لي باف etc. De l'intelligence aussi relationnelle, le cohérent, المؤتلف، عندما يتناغم الوجدان مع ما هو فكري. C'est-à-dire, on a deux dénominateurs communs, à la fois l'émotionnel et à la fois une correspondance spirituelle. Et donc, on est dans une relation harmonieuse. Mais lorsqu'on est dans la différence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons toujours les mêmes émotions, mais il y a des divergences au niveau de l'esprit. Il y a des divergences au niveau de nos idées, de nos croyances, de nos principes, ou bien de notre, si vous voulez, idéologie. Alors c'est une position qui est saine. C'est une position qui est saine. On peut ou ne pas être d'accord sur un sujet bien déterminé. Mais ce qui est important dans cette relation de différence, c'est de faire de cette différence une source de richesse et effectivement une unité fondamentale qui va nous permettre de continuer notre chemin ensemble. Si on échoue dans la gestion de la différence, et donc là on passe à une autre situation qui est un peu à risque, une situation à risque, c'est celle de l'indifférence, où il n'y a pas ni de dénominateur commun, c'est-à-dire ni émotionnel, ni spirituel. Et là, normalement, c'est une situation qu'on vient de l'exprimer à risque, où nous sommes invités si vous voulez, à rattraper la situation avant qu'il ne soit tard, pour remettre, si vous voulez, notre relation en équilibre. C'est ce que la systémique appelle l'homéostasie, le retour à l'équilibre. Sinon, la relation peut se dégrader, et dans ce cas-là, on est dans la communication violente, et on est dans la relation ennemie. Sinon, entre l'harmonieux et les différents, il y a ce qu'on appelle une zone floue. Lorsque dans une relation, il y a une ambiguïté, il y a le silence, il y a l'échelle du mensonge. Ça veut dire que la relation n'est pas déterminée. Pourquoi? Parce que là, parfois, on est obligé dans certaines situations d'être hypocrite, d'être un peu neutre, et de ne pas ni voter pour l'un, ni voter pour l'autre. Donc, lorsqu'il s'agit de conflit, il y a la systémique quand même qui propose. De passer par les étapes suivantes. Tout d'abord, décrire la situation. À partir de cette description, on peut arriver au diagnostic, c'est-à-dire pour identifier la nature de la pathologie relationnelle. Et lorsqu'on identifie la pathologie, on peut aller modéliser, c'est-à-dire revenir sur la référence, sur le champ de référence, pour identifier le modèle. Et à partir du modèle, on peut proposer des scénarios et des pistes pour résoudre le problème. Le temps ne permet pas pour vous donner des exemples. Puisque j'ai évoqué l'approche sociologique de la communication, j'espère que vous entendez parler d'Edward Twitchell Hall, sociologue anthropologue américain, qui a introduit ce qu'on appelle la notion de proxémique, c'est-à-dire des zones d'interaction sociale. Et à partir d'une zone d'interaction sociale, on peut identifier une relation. Regardez avec Adil, je vais changer cette situation pour entrer dans l'intime. Je suis dans l'intime. Alors, il y a une zone intime, il y a cette zone, si vous voulez, sociale. Il y a, si vous voulez, à 1,60 m, on peut parler de la zone personnelle et puis de la zone publique. Donc, regardez d'ailleurs les autorités, comment ils ont organisé notre espace public avec des conditions, des circonstances pandémiques. Et donc, tout ce qui fait partie de l'organisation, si vous voulez, de l'espace public. Respecter quelqu'un, c'est respecter son corps. Et ne pas intégrer sa sphère
sans autorisation, sa sphère imaginaire. Voilà qui le protège. Pour vous montrer tout simplement comment je communique, dis-moi comment sont tes gestes. Je te dis qui tu es. Et parfois éviter des gestes qui donnent une mauvaise impression aux autres. Un geste, par exemple, ce qu'on appelle des adaptateurs, des gestes extra-communicatifs qui risquent de laisser une mauvaise impression chez les autres. Et parfois un déictique agresseur, voilà qui n'est pas du tout accepté. Des gestes d'autorité, alors qu'au contraire, il y a des gestes qui manifestent une certaine ouverture, une certaine ouverture d'esprit. Alors, pour terminer, voilà, pour ne pas être au discours, rester dans la limite accordée à la communication, pour communiquer efficacement avec les autres et se comporter avec les autres, commencez tout d'abord par choisir l'angle d'attaque vis-à-vis de notre interlocuteur ou notre, si vous voulez, interlocuteur soit beaucoup plus réceptif. 2. Identifier son préconstruit socio-culturel pour se positionner, effectivement. Donc, s'adresser à un musulman, ce n'est pas s'adresser à un chrétien, ce n'est pas s'adresser à une femme, ou s'adresser à un homme, et puis intégrer aussi la position hiérarchique. S'adresser à un subalterne, c'est-à-dire un subordonné dans une communication transversale latérale, ce n'est pas s'adresser, ce n'est pas la même dynamique comportementale que ce soit dans une communication ascendante ou descendante vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique. Je vous ai parlé tout à l'heure de relations. Donc, est-ce qu'on est dans la cohérence ou on est dans la différence? Ou bien, et donc, si on est dans la différence, comment peut-on l'exprimer même dans le choix de l'angle d'attaque vis-à-vis de notre interlocuteur? Est-ce que je suis dans la coordination ou bien est-ce que je suis dans un territoire, voilà, de différence? Prendre en considération l'état du moi. Effectivement, est-ce que je m'adresse à un parent, à un adulte, à un enfant? Regardez comment le comportement, comment la langue, voilà, varie et change, passant d'un contexte à l'autre. Et aussi, actuellement, prendre en considération les caractéristiques socioculturelles de la génération Y. La génération Y, c'est-à-dire, comme les appellent les Américains, la digital natives. Ce sont des jeunes maintenant dont l'âge varie entre 18 et 30 ans. Alors comment sont-ils? Comment sont leurs caractéristiques? Je vous donne quelques-unes faute de temps. La première, ils sont toujours hyperconnectés, toujours présents sur le web. Une deuxième caractéristique, ils refusent totalement tout ce qui est autorité statuaire, l'autorité de statut. Si je suis un enseignant, si je suis un parent, si je suis un manager au milieu organisationnel, alors que je travaille avec des jeunes ingénieurs, je dois normalement intégrer les caractéristiques de cette catégorie pour effectivement communiquer facilement avec eux. Il y a plusieurs modèles. Comment se comporter avec un bavard, un agressif, un timide, un orgueilleux, un transcendant, un rebelle, un flatteur, un moqueur, un paresseux, un turbulent, un anticonformiste, un opposant systématique, un têtu, un savant, un curieux, un susceptible, un indifférent, un distant, un dormeur. Normalement, pour chaque état du moi correspond des caractéristiques. On peut l'identifier, mais ce n'est pas facile tout simplement de l'identifier, mais comment peut-on se comporter avec? Si je prends l'exemple du savant, faute de temps toujours, comment se comporter avec un savant qui se croit mathématicien au sein du groupe? Il suffit tout simplement de lui donner de la valeur. Si vous donnez la valeur à quelqu'un qui se croit mathématicien dans un groupe, alors donc il va revenir. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'homéostasie, c'est-à-dire il va revenir à l'équilibre et il sera beaucoup plus à l'aise. Mais si tu lui montres qu'il ne sait rien, certainement il va devenir. Vous avez évoqué l'analyse transactionnelle comme principal outil pour améliorer le savoir comportemental, acquérir un savoir comportemental pour améliorer le côté relationnel. Cette analyse transactionnelle ainsi que les états de moi qui peuvent nous aider à mieux
gérer le comportement et la réaction en fonction de chaque situation et de chaque interlocuteur pour optimiser l'échange communicatif et éviter les conflits. Et je vous remercie. Merci à vous. Et se comporter efficacement avec les autres, on est amené à définir voilà, qui nous sommes. Et puis, deuxième question, à qui je m'adresse? Déjà, en répondant à ces deux questions, donc nous allons identifier le type de communication. Et puis, est-ce que je communique au niveau horizontal ou bien est-ce que je communique du bas vers le haut, du haut vers le bas? Et puis, en répondant également à cette question, je vais calculer la distance, normalement, que je dois garder vis-à-vis de mon interlocuteur. Est-ce que je vais garder la même distance vis-à-vis d'un collègue lorsque je m'adresse, voilà, lorsque je m'adresse à un directeur, voilà, à quelqu'un voilà, de supérieur? Même les mots utilisés, le langage utilisé, ce qu'on peut utiliser dans le contexte familier, voilà, normalement, n'est pas du tout recommandé lorsque je m'adresse à quelqu'un normalement que je dois respecter, ou bien quelqu'un voilà, que je rencontre pour la première fois. Vous êtes un ami, vous êtes mon pote, voilà, je peux te donner en vous tutoyant. Voilà, tu peux changer rapidement la place de ta bagnole, voilà, la place de ta bagnole. Mais si je m'adresse à quelqu'un, si vous voulez, voilà, si vous voulez, dans une autre position hiérarchique et supérieure, voilà, je peux dire, il y a la gentillesse, voilà, de changer la place de votre véhicule. Regardez maintenant comment la langue, comment j'intègre effectivement les caractéristiques socioculturelles de l'autre, d'accord, de l'autre, dans le choix de mes mots, dans le choix de ma distance. Nous ne sommes pas obligés d'être des spécialistes, mais nous sommes obligés d'être des utilisateurs de la compétence, au moins avec des notions préliminaires qui nous permettent effectivement, d'ailleurs ce sont des choses qui sont acquises par expérience au fur et à mesure en intégrant le milieu professionnel. Lorsqu'on communique, ce n'est pas pour se faire plaisir. Lorsqu'on se comporte, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est pour être accepté, c'est pour être écouté, c'est pour être compris. Et donc intégrant les caractéristiques de l'autre. Et puis, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ma dynamique comportementale, mais comment il sera reçu, comment il sera retenu, comment il sera compris, comment il sera accepté. Quelques réponses à votre réponse parce que vous avez soulevé une grande question.